Bonsoir, amis sportifs, très heureux de vous retrouver ce dimanche dans le cadre d'Omniscore 1h30 à passer en revue l'actualité sportive de la semaine. Mais comme vous le savez, avant la grande partie, on prend d'abord les dernières nouvelles avec Laurence Ocalia qui est présente dans ce studio. Laurence, bonsoir. Bonsoir Merlin. On débute pas avec une bonne nouvelle. Le trafic est interrompu sur la nationale numéro 1 entre le Mayo Sava et le Logoneshari dans l'extrême nord depuis 2 jours. Et effectivement, c'est au lieu dit Tchakar-Mari. 2 bus sur cet axe qui mène jusqu'au Tchad voisin ont cédé sous la pression des eaux de pluie. La délégation interministérielle conduite par le ministre de l'administration territoriale est allée évaluer les conséquences des dégâts. Augustin Guizana dans la suite du ministre. Une file de véhicules et leurs occupants s'étalant sur des kilomètres stagnent de part et d'autre de la portion de la route détruite par la furie des eaux à Tchakar-Mari. Nous sommes dans l'arrondissement de Mora, département du Mayo Sava. Les riverains, tout comme les membres du gouvernement venus ici, assistent au spectacle désolant. On a payé 15 000 pour aller à Poussiri. Les ordinateurs sont dans l'eau, c'est notre véhicule qui est tombé dans l'eau là. Ici, on ne peut pas retourner en arrière. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ça, c'est une zone rouge. Depuis 48 heures, 2 bus ont cédé à cet endroit. Le gouvernement annonce des mesures urgentes. Nous avons instruit une entreprise de la place d'assurer très rapidement son enrochement et je crois que ça va se faire dès demain. Des mesures qui devront toucher l'ensemble du département du Mayo Sava. En effet, dans cette partie de la région de l'extrême nord, des ponts menacent de céder, comme ici en plein cœur de Mora. Ou encore des maisons rasées par les eaux. Malgré les difficultés, malgré les écueils, je crois que les choses avancent. Cette mission a pour but maintenant d'accélérer certains projets. La mission de la délégation interministérielle entamée en début de matinée par la visite du tronçon Marwa-Mora a été émaillée par un accident de la circulation du cortège. On ne déplore aucune perte en vies humaines. Merci au chef de l'État qui a instruit dès l'accident à ce que la région prenne les enfants du Bir et nous-mêmes qui étions dans l'eau. Et ça s'est fait avec une telle rapidité que Mme Cortès n'a rien. Tout va bien. Dans l'extrême nord, la délégation interministérielle répare avec une idée exacte de la situation des infrastructures routières et les dégâts causés par les inondations. Allons à présent à Bamenda dans le nord-ouest Cameroun où la ville va désormais retrouver son rythme de vie normal. L'instigateur des villes mortes et de nombreux actes de violence et de tuerie dans cette ville, le nommé Fonte alias Mad Dog, a été neutralisé cette nuit par les forces de défense et de sécurité de la ville de Bamenda. Selon les responsables, la Fonte alias Mad Dog est celui qui avait assassiné les éléments de police le 2 septembre dernier et c'était toujours lui qui était à l'origine du braquage de la banque dénommée Credit Union. À sa possession, lors de son arrestation, une grenade, une arme de guerre et plusieurs autres munitions. Pour le général de brigade Cavalère, commandant de la 5e région intermilitaire interarmée, cela marque la fin des villes mortes à Bamenda et le retour à la normale pour les populations de cette ville. Restons donc dans le nord-ouest pour parler de la rentrée scolaire. C'est un retour à la paix en cette rentrée scolaire sans incident dès octobre et une reconstruction de la région. Tels sont les points de la coopération entre les parlementaires et les conseillers municipaux de la région du nord-ouest. Ils se sont réunis à Bamenda hier samedi devant les autorités administratives afin de trouver des solutions idoines pour la renaissance dans la ville de Bamenda. Emmanuel Koloukou, reportage. Critique du Nord-Ouest, l'espoir est désormais permis. Les parlementaires et les élus locaux sont déterminés à faire rayonner la paix dans tous les départements. Main dans la main, ils se sont assis pour trouver des solutions. On a réuni aujourd'hui pour prendre une stratégie par laquelle on doit suivre pour que la paix règne dans cette région. Parce qu'avec la paix,
je pense que tout va suivre. Au cours de cette assise qui a vu la présence du gouverneur du Nord-Ouest Adolphe Lélé Lafrique et du maire de la ville de Bamenda, Paul Atchobon Tambeng, les conseillers municipaux pensent que le retour à la stabilité favoriserait par exemple la reprise des activités scolaires pour le bien des fils et filles de la région. Chaque conseiller représente soit un village, soit une zone. Et c'est à lui de faire pour que la population sache que sans l'éducation, rien ne peut marcher. Sans la paix, on ne peut développer une région. C'est par cette conclusion que les parties prenantes de cette assise de Bamenda se sont séparées en promettant des lendemains meilleurs. Quittons Bamenda, allons tout droit à Douala où la construction anarchique connaît de nouveau, on va dire construction anarchique à Douala. Voici la phase de répression à la mairie de Douala 5e. Effectivement, en Merlin, la mairie de la ville a procédé vendredi dernier au déguerpissement des populations installées au quartier Logbessou à Douala 5e. Il s'agit d'un important ravin, source d'inquiétude pour les autorités et source de danger pour les populations. À Douala, Léon Bertrand, Tanifo. L'alerte avait pourtant été donnée et la sensibilisation effectuée. Mais les vieilles habitudes de l'insouciance ont prévalu. Ce n'est qu'à la descente des agents municipaux que les populations de Logbessou-Cognon, lieu de carrière, ont entamé les manœuvres de déménagement. Seulement, l'opération de casse dite spectaculaire était enclenchée. Spectaculaire parce que tous ces immeubles vont être détruits. Également, toutes les maisons qui sont sur l'emprise du drain seront détruites. Toute la population doit être informée que ceux-là qui sont sur le drain commencent à libérer avant que la communauté arrive. Une action coercitive mais à visée humanitaire. La zone étant source d'inquiétude des autorités du fait de la menace permanente d'un effondrement. On préfère les voir dans la rue que de les voir ensevelis par la terre. Vous voyez bien la colline qui est derrière nous, elle est en train de descendre. Et quand vous faites le tour, vous allez voir qu'il y a des maisons qui ont déjà la terre à plus d'un quart de la hauteur de la maison. Et nous pensons qu'il est mieux que les populations partent d'ici avant qu'il n'y ait une situation dramatique. Le caractère illégal des occupations étant établi, l'espoir de tout recasement devient aussi incertain. La première édition du Grand Prix de la francophonie vient d'entrer dans l'histoire. L'apothéose, c'était ce vendredi au Centre culturel camerounais à Yaoundé. L'événement qui s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire de la francophonie est une initiative du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Il s'est tenu en présence de l'ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun. Le film de ce showcase, Eric Laouna. Léger levé de rideau en avant-première de la cérémonie du Grand Prix de francophilie des médias. Une fois n'est pas coutume, dans ce temple de la culture, la scène et les projecteurs seront rivés sur les chevaliers de la plume et du micro. Le constat est parti de ce que pendant la célébration des Journées internationales de la francophonie, les journalistes étaient plus spectateurs, donc ils venaient couvrir les activités des autres. Et pour marquer notre présence pour la célébration des 50 ans de la francophonie cette année, nous avons donc décidé d'être aussi des acteurs. Signé par la plume insérée de l'Union de la presse francophone, le parrain de cette édition pionnière est un micro majeur dans les arcanes de la profession. Je sais en quoi la francophonie et l'utilisation de langue française comme langue de communication, mais comme vecteur culturel, a été importante pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans les rangs des partenaires de l'événement, en première ligne, le ministère des Relations extérieures. Le volet culturel est l'un des piliers des valeurs que prône la francophonie. Vous savez que la langue est un pilier de la culture. Mettant en exergue la connectivité dans la diversité, le coup d'essai est appelé à s'inscrire dans les annales. Voilà pour le bulletin d'information de 18h. Je vous laisse en compagnie de Merlin Kamla avec Omniscore. Bon match, Merlin. Merci beaucoup, Laurence. Mesdames et messieurs, Omniscore débute. Ce sera juste après ceci.
Bonsoir. Amis sportifs, bienvenue à Omniscore sur CRTV News. Les principaux titres à la une de cette édition. Une nouvelle approche de préparation des athlètes paralympiques au Cameroun. Le comité national a validé l'entrée d'une direction technique nationale lors de son conseil d'administration tenu cette semaine à Yaoundé. Rôle et enjeux à suivre en première partie d'émission. Moins de 5 mois nous séparent du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Cette semaine, l'entraîneur des Lions à Prime, Yves-Clément Roga, a publié une liste de 30 joueurs, plus 9 sur la liste d'attente, admis à effectuer le stage dès le 15 septembre prochain. Merci de nous retrouver sur CRTV News. Nous sommes en direct du centre de production de Baladeux, le studio 4. Mesdames et messieurs, on va prendre la première halte de l'émission. C'est l'événement de la semaine. Trois invités répondent présents ce soir pour cette édition d'Omniscore. J'accueille juste à ma gauche Étienne Songa, bonsoir. Bonsoir Merlin Kamla. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est la première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci que ce soit la première et merci de me faire entendre la voix paralympique et on espère que ce ne sera pas la dernière effectivement. À ma droite, Laurence Kédé qui est présent dans ce studio. Laurence, it's a pleasure for me. It's always a pleasure to be on Omniscore. I hope you are fine. I'm doing great. There's not rain outside. No, there's no rain outside. I mean, the climate is cool and it all depends on where you are found in the capital city. J'accueille sur ce plateau Bernard Basson qui nous honore de sa présence, expert en droit et économie du sport. Bernard, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir à tous les téléspectateurs du programme Omniscore. Vous allez bien? Renouvelé. Oui Merlin, je vais très bien. Votre sourire en dit plus. Mesdames et messieurs, les invités sont là. Ce sont les experts du dimanche. C'était cette semaine au conseil d'administration du comité national paralympique. C'est connu désormais l'adoption de la direction technique nationale pour détecter et former les athlètes paralympiques. Évariste Iyenga assistait à ce conseil d'administration. Reportage. Le processus est en cours, celui de la mise sur pied d'une direction technique nationale des sports pour handicapés. Les textes qui vont la régir sont déjà adoptés. La prochaine étape est celle du choix des ressources humaines. Nous allons lancer un appel d'offres pour que ceux qui veulent venir le fassent savoir en nous donnant leur CV. Et la sélection sera faite de la façon la plus rigoureuse possible. Dès le lendemain, il y aura du grand à moudre pour la nouvelle direction technique nationale et les entraîneurs nationaux. Il s'agira de préparer les athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 dans le contexte de crise sanitaire. Puisqu'il s'agit d'athlètes parfois individuels, donc on a trouvé les lieux appropriés pour que la forme soit maintenue et nous espérons que les mesures seront assouplies pour permettre véritablement cette préparation qui se fait souvent en groupe. Le conseil d'administration a aussi adopté le projet des budgets révisés. Le comité national paralympique est en train de parfaire son organisation interne. Laurence Kédé, la direction technique nationale, on l'a plus vu en sport, précisément au football. Aujourd'hui, on a l'impression que la détection et la formation de talents concernent même les athlètes paralympiques. Tout à fait normal parce que je crois que les athlètes paralympiques étaient, je crois, quelque part négligés. Or, c'est aussi des médailles, le vert ou jaune, que ce soit des athlètes aptes comme les athlètes inaptes, le vert ou jaune ne change pas. Donc, c'est le même drapeau que nous Revenons sur le rôle de la direction technique nationale. En fait, la direction technique nationale est là pour organiser le sport de manière technique, la détection des talents, déterminer c'est quoi notre mode sur quoi est-ce qu'on se base, c'est quoi nos forces, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour pouvoir avoir des performances sur le plan national comme international, quels sont nos différents circuits de détection de talents, comment est-ce que nous nous adaptons pour l'évolution de nos différents athlètes. N'oublions pas que les environnements sont différents. La détection des athlètes en Europe n'a rien à voir avec la détection des athlètes en Afrique. La mentalité est différente, la société, l'environnement est différent. Donc, il faut que la direction technique nationale définisse
tout cela, les différents canevas. Une fois le canevas est défini, il est plus facile maintenant, comme ça, là, pour les autres techniciens, de se lancer sur le terrain et de nous sortir des best of the best. Etienne Songa, la direction technique nationale doit adapter la détection et la formation des talents au contexte camerounais. D'où est-ce qu'on est parti pour arriver là, à l'adoption technique nationale au comité national paralympique? Il faut dire qu'on est parti déjà de nos textes. Hein. Les statuts du comité national paralympique prévoient la mise en place d'une direction technique nationale. Donc, comme toute structure sportive, il est important qu'il y ait une DTN, parce que c'est ça qui donne, comme l'a dit Roland, je crois, un peu l'architecture. On a mis un peu de temps pour en arriver. Oui, on a mis du temps pour en arriver là, effectivement, parce que, vous savez, il y a des difficultés de démarrage. Le comité national paralympique n'existe que depuis environ 8 ans. Donc ça n'a pas été évident, il a fallu, et puis ça fait à peine 2 ans que nous avons une subvention de l'État, donc ça a été difficile également de mettre tout cela en place, ça demande des moyens. Donc depuis, Dieu merci, depuis environ 2 ans, il y a un appui gouvernemental via le MINFI. Ça permet de mener effectivement un certain nombre d'activités et de mettre progressivement en œuvre ou bien en opération les différents organes prévus dans nos statuts. Alors Bernard Basson, je vous interroge sur la question, mais je vais définir ces quelques thèmes. Le comité national paralympique, il couvre plusieurs fédérations, notamment la Fédération camerounaise de sport pour déficients visuels, Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, Fédération camerounaise de sourds. Quand on a ce type d'athlète, comment vous voyez l'implémentation de la DTN? Alors, peut-être je vais commencer par ajouter à ce que Lorenz a dit dans son propos, c'est que la DTN est pour le sport ce que le laboratoire est pour l'hôpital. C'est-à-dire c'est le lieu où on opère, où on travaille, où on réfléchit, où on pense, où on trouve des solutions aux problèmes qui seront maintenant implémentés ailleurs. Alors, le paralympisme, malheureusement, en Afrique, pour des raisons économiques ou pour des raisons culturelles, n'est pas suffisamment intégré. Donc l'opportunité de la DTN se fait tout simplement manifeste en ceci qu'elle va permettre de lui redonner à ce paralympisme-là une couleur beaucoup plus éminente, beaucoup plus rayonnante. Donc je pense que c'est de bonne loi que la DTN ait été pensée de ce côté-là. Et donc que vous disiez qu'il y ait des malentendants, malvoyants, etc., c'est même pas tout. Il y a des personnes qui sont handicapées motrices, etc. Moi je pense que le paralympisme est mise en œuvre pour permettre l'intégration de ces gens-là. Donc, puisque pour beaucoup, ils sont des parias, pour beaucoup, ils sont mis à l'écart, donc il faut les intégrer. Et donc, il est important que personnes handicapées, moi ça me dérange. Parce qu'elles ne sont pas handicapées, elles ont juste une différence. Et la différence n'est pas forcément un handicap. C'est pourquoi on parle de paralympisme, pas forcément. Quand certains parlent de handisport, vous savez que moi je suis juriste, donc je suis intégré et intéressé par les terminologies. Et donc quand on dit handicapé, moi ça me dérange. Je préfère qu'on parle de personnes différentes, puisqu'elles ne sont pas forcément comme nous dans la constitution morphologique. Donc moi je pense qu'il est important qu'on leur donne le statut qu'elles méritent à ces personnes-là. Et donc la DTN sera là pour leur montrer que voilà, il y a des personnes différentes de vous qui pratiquent un sport, le même sport mais de manière différente. Elles ont leurs pieds et vous avez peut-être un pied en moins, ainsi de suite. Donc il ne faut pas avoir une stigmatisation générale de leur position. Bernard Basson, sans vous couper, Lorenz Kidé, un commentaire sur ces images. Ce sont des personnes qui, on va dire, handicapées d'un pied mais qui jouent au football. Oui, évidemment, on a vu ça beaucoup au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec le Libéria, les pays qui sortaient de guerre. Comme l'a dit tantôt Bernard Basson, c'est véritablement un petit football. Un petit football pour les réintégrer. Vous avez vu, je crois que le Cameroun a déjà eu accueilli. On a déjà une équipe qui a participé même tous récemment à une CAN. À une CAN. Pour le football et moi, je crois que ce sont des initiatives à promouvoir parce que l'intégration à travers le sport est un peu plus facile que dans d'autres domaines, et je le disais tantôt, le vert ou jaune, que ce soit dans des sports classiques ou sports pour handicapés, c'est le même vert ou jaune. Donc il faut toujours que ces personnes puissent s'épanouir, et en s'épanouissant, rehausse l'image du Cameroun et le drapeau du Cameroun. Alors, Etienne Songa, le Cameroun,
a l'ambition de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, Paralympiques. Jusqu'à présent, à quel niveau est-on avec la préparation de nos athlètes? A-t-on déjà un qualifié? Bon, on n'a pas encore un qualifié parce que le système de qualification, il se poursuit jusqu'en juin-juillet 2021. Donc, vous pouvez être qualifié aujourd'hui au regard de vos performances actuelles, mais vous êtes dépassé d'ici le mois de mars, avril, mais donc, c'est pas encore clos, le processus n'est pas clos. Donc, il est difficile de dire qu'on a des qualifiés. Mais on a une vingtaine d'athlètes qui sont déjà dans le pipe, c'est-à-dire qui ont déjà fait les minima qualificatifs. Maintenant, il faudra les confirmer avec la reprise des activités et les compétitions qui vont arriver. Donc voilà, il y a plusieurs disciplines. On a le para-athlétisme, il y a le powerlifting, il y a le para-taekwondo, il y a le goalball, il y a le handball pour sourds. Donc il y a plusieurs disciplines pour le moment qui sont concernées et qui sont dans le pipe. Une vingtaine d'athlètes à peu près sont sur le bon pipe. Donc là, on va attendre qu'ils confirment avec la reprise des activités sportives, déjà au niveau du Cameroun. Et puis après au niveau international. Peut-être de palmarès, vous avez dit le comité existe depuis seulement 8 ans. A-t-on déjà glané des médailles avant? Je pense qu'on a participé à une compétition en 2012. Oui. Bon, au niveau paralympique, non. Au niveau des Jeux paralympiques, non. On a commencé en 2012 à Londres avec un seul athlète, donc qui a quand même fait la 9e place mondiale à cette époque, à Tarna Conrad. Ensuite, on a fait 2016 à Rio avec un athlète également, Gobé Christian, qui a également fait la finale en athlétisme. Mais là, avec un seul athlète, vous vous rendez compte, on a quand même plus... Les chances sont minces. Oui, les chances sont minces, mais on atteint quand même toujours le dernier carré. Ça veut dire que bon, c'est bien. Mais cette année, enfin l'année prochaine, on va peut-être avoir 4, 5, voire 10 athlètes. On espère que ce sera meilleur en 2020. Laurence Kidé, à votre avis, quelle est la politique qu'on devrait mettre en place pour impulser ces athlètes paralympiques? On a dit ce sont des athlètes qui sont parfois malentendants, qui ont une difficulté en domaine intellectuel. Quel est le discours? Comment doit-on mettre en place une bonne politique pour pouvoir mieux les intégrer, faire connaître ces disciplines à travers le monde? Parce qu'on a aussi l'impression qu'on parle du paralympisme seulement à Yaoundé. Est-ce qu'à l'extrême nord c'est le cas? Est-ce qu'au sud c'est le cas? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Quelle est la politique? Quel est le discours qu'on devrait tenir? Moi, je crois qu'il faut aller avec ce qui se passe au niveau du ministère de l'Éducation de base, avec l'intégration des vous n'aimez pas le terme handicapés. Non, pas les athlètes. Je parle des gens qui sont différents, qui ont des déficients intellectuels ou physiques. Il y a ce qu'on appelle maintenant la scolarisation inclusive, c'est-à-dire qu'on ne les met pas à part, ils sont avec des personnes entre guillemets normaux. Donc moi je crois qu'au niveau même des jeux scolaires et universitaires, il faut aussi les intégrer. Comme ça là, on a une certaine évolution et la DTN peut suivre à partir de l'école primaire au secondaire. Donc un enfant se sentira véritablement intégré. Moi je vais au lycée, je suis peut-être déficient visuel, mais je pratique du sport, je fais tout ce que mes camarades de classe font et j'ai même la chance de me lancer à une carrière sportive. Donc moi je crois qu'on pourrait aussi au niveau des jeux scolaires intégrer cela, parce qu'on va toujours dire au succès pour l'école primaire, les FENASCO, etc. Il faut justement, aussi vous évoquez les FENASCO. Bernard Basson, je voulais vous relancer sur cette question. Que pensez-vous de l'entrée des athlètes paralympiques aux Jeux FENASCO Ligue 1 et Ligue B? Il ne faudrait même pas penser. Moi, j'ai travaillé dessus, Merlin, et je vous avais dit, j'ai travaillé sur un petit document, pour l'instant, c'est vrai, il n'a que 7 pages, pour une politique sportive camerounaise que je décris en 7 points. Et le 6e point, c'est la promotion du paralympisme et des sports scolaires et universitaires. Souvenez-vous, Merlin, lorsqu'on est au secondaire, on dit éducation physique et sportive. Mais ce qu'on fait, c'est activité sportive. On va en cours, on fait de la gymnastique. On n'éduque pas l'enfant aux valeurs du sport. Le fair play, l'esprit d'effort, l'esprit de solidarité, l'entraide, le partage, la communion. On n'en sait pas ça aux enfants. Du coup, ce qu'on fait à l'école, ce n'est qu'intitulé. Mais dans la pratique, on ne fait pas l'éducation. D'une fois que Laurence a dit éduquer, je vous avez vu, j'ai applaudi. Parce que justement, moi, je travaille dessus. Donc, il faudrait qu'il n'y ait plus de différence. Ça se fait ailleurs. Je vous dis bien que la différence sera morphologique. Mais dans l'esprit de l'enfant de 6 ans, on doit lui dire, il est différent, tu es différent, mais vous êtes ensemble. C'est vrai les valeurs du sport. Vous voyez, en sport, lorsqu'il y a un but,
On n'a pas le même poste sur le terrain, mais on s'accommode, on se célèbre. Il faut que l'enfant également sache que celui qui a peut-être une jambe en moins n'est pas inférieur ou supérieur à moi. Il est juste différent de moi. Et donc, cultiver la différence comme une forme, comme une façon de penser, et non la différence comme un moteur de division. Donc voilà un problème fondamental, ce qui fait que à partir de la FENASCO, tout ce cortège d'éléments-là doivent être mis ensemble de telle sorte que les personnes différentes sur le plan de la morphologie soient suffisamment intégrées. Donc c'est très fondamental, cette façon de voir les choses. Monsieur le secrétaire général, dites-nous un peu comment on gère les athlètes au jour le jour. Je parle de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, du coup des sourds. Comment vous gérez les athlètes au quotidien? Surtout, je vous pose cette question plus avec l'approche des parents. Qu'est-ce que vous dites aux parents? Comment vous arrivez parfois? Parce qu'on a l'impression que certains parents préfèrent cacher leurs enfants. Quel discours vous tenez? Vous faites bien de le dire. Ça, c'est tout un gros problème que nous rencontrons. C'est un premier obstacle. Et il me souvient que j'ai fait un papier dessus, une présentation dessus l'an dernier à Amsterdam sur une conférence du Comité international paralympique. La conférence vise justement sur ces difficultés, les freins à la participation au sport paralympique. Il y a justement cette question que j'avais relevée et j'apprécie beaucoup le discours de M. Basson parce qu'on dirait qu'il est dans le paralympisme. Il est assez éloquent, il connaît beaucoup de choses dessus. Non, effectivement, il faut comprendre qu'effectivement, il y a des freins au niveau des familles. Il y a des familles qui n'assument pas pour leurs enfants cette différence et qui estiment qu'envoyer les enfants dehors faire du sport, c'est un peu se moquer, c'est exposer les enfants à on va dire, à l'amusement populaire, à la moquerie populaire. Donc il faut déjà que ce soit accepté sur le plan psychologique par les familles, les parents, mais aussi par la personne handicapée. Parce que, pareil, moi je suis handicapé depuis l'âge de 13-14 ans à la suite d'une maladie, mais ça n'a pas été facile d'accepter déjà au niveau personnel cet état de maladie. Donc, il faut que la personne handicapée elle-même, il faut la convaincre que voilà, écoute, c'est pas la fin du monde, tu peux vivre à travers le sport, tu peux t'épanouir, ça peut t'aider sur le plan social. Est-ce qu'au Comité national paralympique, on a par exemple des psychologues du genre pour tenir des discours comme ça? On n'a pas pour le moment des psychologues parce que vous avez des psychologues, il faut les payer. Donc c'est nous un peu qui faisons ce travail. Il n'y a pas assez d'argent pour les payer pour le moment. C'est nous qui faisons ce travail, c'est les encadreurs, c'est les managers, c'est les encadreurs sportifs, surtout les coachs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas encore une équipe on va dire de vulgarisateurs qui va sur le terrain dans les familles. Donc c'est les entraîneurs, il faut saluer ce travail des entraîneurs paralympiques qui vont dans les familles parler avec les familles, les parents, travailler avec les enfants. Et c'est eux parfois qui payent les frais de taxi pour que les enfants viennent aux entraînements parce que les parents disent vraiment on n'est pas. Donc il y a un gros travail à faire déjà au niveau des familles, au niveau des parents et puis au niveau des personnes handicapées. Donc c'est pas facile, mais bon, on fait comme on peut. Laurence Kédé, peut-être oui, Ben Abasson veut renchérir. Je vais profiter de l'occasion pour informer mon frère là de ce que maintenant que la DTN est mise sur pied, c'est vrai qu'elle n'a pas des moyens financiers à sa disposition, mais il est important qu'elle commence un travail de fond. Parce que s'il faut commencer à aller aux Jeux paralympiques... Dans le reportage, on disait les textes sont déjà calés. C'est vrai, c'est l'équipe managériale qu'on essayait encore de mettre sur place. Oui. Et le travail de fond se fait dans les écoles primaires, puisque les enfants font des rapports à leurs parents. Lorsqu'on arrive à l'école primaire, on tient une assise avec un discours fédérateur des enfants, en leur faisant comprendre que lui et toi, vous êtes pareils. Il y a juste une différence visuelle, dans l'âme, dans l'esprit, c'est pareil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous dis, j'ai un proche, un intime, qui a des problèmes visuels, qui est malvoyant. Mais moi, je vous dis, ceux qui me connaissent, ceux qui me remarquent à la télé savent de quoi je parle. Lui, il tire l'eau au puits, il voyage de Yaoundé tout seul, il n'a pas de problème. Il est en Allemagne, en France, tout seul, dans l'avion, il n'y a pas de problème. Parce qu'à la maison, on ne lui dira pas, non, viens, on te porte. C'est qu'on le prend comme tout le monde. Maintenant, quand il a un manquement, on peut l'accompagner. Par exemple, quand un enfant a cet handicap, on dit, tu laves pas les assiettes, tu fais pas Mais non, ce n'est pas le cas. On crée déjà cette différence. Lui, il détache son bâton de manioc tout seul, qui va l'aider à le faire. Non, mais il le fait tout seul. C'est comme pour dire qu'on l'a intégré de telle sorte qu'aujourd'hui, mais Franck, il est comme tout le monde. On n'a pas créé de division. Et il est jumeau, s'il vous plaît, et son vrai jumeau, parce qu'il est vrai jumeau, son vrai jumeau est complètement, je vais dire, est différent de lui, quoi. Donc lui, il n'a pas de problème, il n'a rien, mais vous les voyez ensemble, il n'y a pas de différence. Donc ce qui fait que, une fois que la DTN maintenant est née, c'est vrai qu'elle n'a pas de moyens, mais demander de l'aide
la Confédération paralympique, je pense que ce serait important parce que c'est une aide qui est intéressante. Donc là, il faut un travail de fond. Mais sachez toujours que ça reste un processus évolutif. Ça peut prendre 15 ans. Mais il faudrait que dans 10 ou 15 ans, qu'on ait un sport olympique et un sport paralympique de qualité comme c'est le cas ailleurs. C'est vers ça qu'on doit tendre. Laurence Kédé et Bernard Basson est assez optimiste sur le coup. Moi, je crois que le fait que ça fait tout juste 8 ans et puis on a déjà la DTN. La DTN, c'est un socle sur lequel on peut se baser pour aller loin. Maintenant, il faut juste mettre des right man à the right place et penser d'abord à l'athlète parce que souvent, dans l'euphorie des subventions, on arrive et puis on oublie souvent les objectifs et les orientations qu'on s'est données. Donc, il faut juste mieux organiser la chose et puis aller crescendo. Vous savez, ces disciplines-là ailleurs, c'est véritablement très bien développé. Donc, chez nous, nous devons prendre du temps et nous devons le considérer pas tout simplement comme un sport, mais comme une politique nationale d'intégration de l'ensemble des Camerounais. Alors, on va bientôt mettre un terme à cette première partie sur la question. La dernière prise de parole, je veux qu'elle vous soit donnée, Étienne Songa. Je veux que vous parlez à ces parents qui nous regardent maintenant, qui ont des athlètes, des enfants à la maison qui peuvent faire beaucoup de choses, qui peuvent faire l'athlétisme, qui peuvent faire le goalball, le handball, qui peuvent faire beaucoup de choses, mais qui hésitent encore. Dites-leur quelque chose. Ce que je vais dire, c'est que n'hésitez pas, chers parents, à permettre à vos enfants d'aller justement pratiquer le sport. Le sport, c'est un excellent moyen pour eux-mêmes de revenir à la vie, de se sentir encore vraiment vivant, parce qu'à travers le sport, déjà sur le plan physique ou sur le plan sensoriel, ça va leur permettre de s'améliorer déjà sur le plan personnel, mais aussi de s'épanouir, de mieux s'intégrer. On l'a dit tout à l'heure, le sport est un facteur d'intégration. Lorsque vos enfants vont réaliser des performances hors normes devant des personnes, on va dire, valides, le regard vis-à-vis de vos enfants va changer. Donc, il est important de comprendre que le sport paralympique est bon non seulement pour la santé, la réadaptation de la personne handicapée ou bien déficiente, mais c'est également important pour que cette personne prenne bien sa place dans la société, qu'elle prenne confiance en elle et que justement le regard des autres, le regard de la société vis-à-vis des personnes handicapées change. Donc vraiment, ça n'a que du positif. Ça n'a que du positif de permettre à vos enfants déficients, visuels, physiques, intellectuels ou sensoriels de pratiquer le sport. Donc vraiment, on vous attend, on attend vos enfants. Merci, c'est compris. On va prendre ce reportage. Cette semaine, la Confédération africaine de football a publié un nouveau calendrier en ce qui concerne les compétitions interclubs. Nous avons aussi 4 possibilités pour ces pays où le championnat a été annulé, a été renvoyé. Bref, je vous propose d'écouter ce reportage sur le calendrier et les conditions mises en place par la Confédération africaine de football pour les compétitions interclubs. Reportage. En attendant de pouvoir achever la saison 2019-2020, complètement chamboulée par la pandémie du Covid-19, la CAF décide de finaliser le calendrier de la saison 2020-2021. Les associations membres ont jusqu'au 20 octobre prochain pour transmettre la liste de leurs représentants pour ces compétitions interclubs. Le tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se déroule entre les 20 et 29 novembre. Quant aux 32e de finale, elles se disputeront en décembre, les 16e programmées en février 2021. La phase de poule doit s'achever au plus tard le 28 avril 2021. La CAF a aussi mis en place 4 scénarios pour régler le problème de représentativité des associations membres. Pour les pays ayant terminé la saison 2019-2020, les équipes engagées seront celles qualifiées à l'issue des compétitions nationales. Pour les pays qui n'ont pas achevé la saison 2019-2020, mais qui ont homologué le classement des compétitions nationales, les représentants seront les pays qualifiés dans les compétitions nationales 2019-2020. En ce qui concerne les associations membres qui ont annulé leur saison, les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison interclub 2019-2020. Enfin, pour les pays qui n'auront pas terminé leur saison à la date du 20 octobre, il leur sera demandé de choisir selon certains critères pour déterminer leurs représentants, sous réserve de l'approbation de la CAF. Mesdames et messieurs, on va prendre la deuxième halte de l'émission, c'est le plus de la semaine.
Bon retour sur le plateau de CRTV News. Cette semaine, Yves Clément Roga, l'entraîneur sélectionneur des Lions à Prime, a publié une liste de 30 joueurs, plus 9 sur la liste d'attente, devant prendre part au stage préparatoire au CHAN. Le stage de 2 semaines débute le 15 septembre prochain du côté de Mbankomo. La liste est déroulée par Baldwin Sama. The 30 players called to camp by coach Yves Clément are selected from different Elite One teams in Cameroon and will each have to prove their worth. 3 goalkeepers are selected, among them Simon Omosolo of Bambutu Sombuda, Epane Litizi of Stade Vena of Melong, and Dande Jr. of Apeje Somfou. 8 defenders are called to camp with the conspicuous presence of Thomas Etabawak of Coton Sport of Garoua and Serge Andulu of Union Sportif of Douala. The midfield compartment will be handled by 13 players, among them Maestros Mark Nkongo Ojong, Renindi, and Ulrich Lobe, all of Bambutu Sombuda. Meanwhile, the attacking machinery will count on 6 attackers with Samuel Len, Leon Boyomo, and Bape Muller to take the lead. Conspicuously absent from the list are Thierry Akono and Alphonse Marie Tienche, who featured in the previous list. The Intermediate Lions of Cameroon are due to begin camping on Tuesday, September 15 to September 29, after which a new list of players for the next camp will be published. Bon retour sur le plateau de CRTV News, Bernard Basson. La liste est désormais connue. Ces joueurs qui vont prendre postage dès le 15 septembre du côté du centre technique centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Première réaction? J'étais sur ce plateau avec le coach Aroga il y a quelques mois, vous vous en souvenez. Tout à fait. Et je lui avais dit au coach Aroga qu'il a beaucoup de travail et je ne suis pas optimiste. Je pense que le Cameroun va pas gagner le CHAN, mais j'espère qu'on va le gagner. Parce que ce ne sera pas la faute du coach. J'ai écouté la liste quand il a publié en direct devant CRTV Sport. J'écoutais les noms qu'il donnait. Et puis, techniquement, il y a très peu à redire parce que lorsqu'on voit les joueurs qu'il a sélectionnés, c'est des joueurs qui au cours de la saison ont été importants pour leur club. Donc il a fait l'effort de manière objective de prendre des joueurs qui, peut-être il y a des cas exceptionnels, peut-être comme petit Yaya qui n'a peut-être vraiment été, n'a pas été assez impactant avec Apeje, c'est un cas banal comme ça. Mais la plupart des joueurs, Boyomo est meilleur buteur du Cameroun, maintenant il est à Astre, il est à 9 buts parmi les meilleurs buteurs, Mbappé Müller et tout ça. Oui. Bon, Omosola, on connaît leur performance, sauf que si défensivement parlant, je suis optimiste pour l'équipe, parce que j'estime que c'est une défense qui peut vraiment tenir le coup. Au milieu, je suis quand même un peu sceptique, mais en attaque, je ne suis pas du tout intéressé par l'attaque. Ce n'est pas de la faute du coach. Avec le concours de la réalisation, on va voir. C'est pour dire qu'en réalité, quand on regarde la morphologie des joueurs, il y a un souci avec ça. En attaque, vous permettez que je cite pour les téléspectateurs, on a Samuel Len de Union de Douala, Léon Boyomo qui n'est pas Union, mais qui n'est pas à PW, qui n'est plus à PW, qui est du côté de Astre, Bape Müller de Bamboutos, Aruna Dani de Bamboutos, Julko de Stade Renard et puis Soga Brian d'Apeges de Fou. Voilà les 6 attaquants qui ont été sélectionnés par Yves Clément Roga. Merlin, je ne remets pas fondamentalement en cause leur qualité. On cherchait un tueur, selon les expressions de Yves Clément Roga, un buteur parce que notre sélection manque de buteurs. Mais on a Boyomo. Boyomo, c'est le meilleur buteur de la sélection. C'est 11 buts. C'est 11 buts, c'est quoi, je crois, 6 ou 7 pénaltys dans les 11 buts. Il ne faut pas négliger cela. Donc voilà un élément à prendre en compte. Mais je ne remets pas en doute ses qualités. Je vous dis juste. C'est pas facile de marquer l'évidence. C'est pas facile, je le confesse. Sauf que ce n'est pas une action de jeu qui remet au goût du jour l'instinct de tueur. Alors, ce que moi je veux dire, c'est que le coach Aroga, vraiment, va m'intéresser dans sa capacité à créer une animation offensive intéressante avec des joueurs qui sont morphologiquement lourds. Je pensais qu'il aurait pris 1 ou 2 joueurs, type Giroud, comme Boyomo, ou comme Dan, ou comme Mbappé Müller, et associé à côté de des joueurs un peu plus rapides, un peu plus agiles, pour justement créer les espaces, pour que cela soit en fixation, pour pouvoir jouer de la tête, dévier, jouer comme pivot. Mais là, quand on prend 3, 4 joueurs de même profil, parce que quand vous voyez Dan, Boyomo et Müller, il n'y a que Lind là qui peut revenir comme milieu de terrain, avec son pied, un bon pied gauche, qui peut, voilà. Quand on regarde Yaya jouer, moi je l'ai vu jouer, il est très rapide, il est technique, à l'aise techniquement, qualité de centre, elle est réprochable. Donc, je me dis que les joueurs pris par le coach Aroga sont ceux peut-être qu'il fallait prendre. Sauf que, est-ce que leur niveau
permettra de gagner le CHAN. C'est ça mon problème. Mon problème n'est pas la liste du coach. Mon problème, c'est l'efficacité des joueurs qui sont sélectionnés. Est-ce qu'ils sont capables? Puisque moi j'ai vu le match contre APGS, à Bankomo, c'était difficile. C'était difficile. Je reviens à vous, Bernard Voilà, Basson. donc clairement, je suis fondamentalement sceptique, mais j'espère que voilà, on fera des miracles. On aura les images avec plus d'infographie de ces joueurs un par un, juste. Mais j'aimerais interroger Laurence Kedi. Comment fait-on pour retrouver un homme comme Tientueux qui, pour certains, c'est comme un baobab, c'est comme un mentor dans la liste d'attente? Moi, je crois que le coach Aroga avait donné des protocoles à tous les joueurs de suivre. Et au vu des résultats, peut-être le suivi n'a pas été... il n'a pas fait ce qu'il devait faire parce que Aruna Dangabissene, par exemple, on dit qu'il a perdu au moins 5 kilos. Donc, il est dans les cordes, quoi. Mais au niveau de Tientueux, on sait au moins que c'est un joueur... Alphonse-Marie Tientueux, il est connu dans le championnat, mais au fur et à mesure que les années s'écoulent, on voit qu'il devient beaucoup plus lourd, rattrapé par l'âge et les efforts tout au long de ces années. Donc, beaucoup disaient même déjà que même si le CHAN se jouait en avril, il ne devait pas se retrouver dans la liste définitive. Mais moi, je crois que cette première liste est déjà d'abord une prise de contact. La liste est ouverte parce qu'il y aura beaucoup de joueurs sur la liste d'attente qui vont se retrouver sur la liste principale. Vous savez, le CHAN, c'est quelque chose de terrible au Cameroun. C'est-à-dire, si on met l'entraîneur des A-Prime au Cameroun, vous êtes dans un éternel recommencement tous les jours. C'est-à-dire, on a Thierry Akono qui est parti, même sur la liste publiée, le gardien Omosola, lui, il est en RD Congo. Le gardien Epane Letizi, lui, il est parti en Tanzanie aussi pour faire des tests. Donc, sur la liste de 3 gardiens, il n'y a que Dandé Junior. Et puis, on retrouve Agnès sur la liste d'attente. Et on sait forcément qu'Agnès finira par rejoindre la liste principale. Il y a aussi le retour. Comment on sait puisque les autres, quelqu'un est en Tanzanie pour signer son contrat, l'autre est en aire de Congo. Et je vous dis par exemple au Congo, l'offre qui est déposée sur la table, c'est pas 1 million ou 2 millions comme on reçoit souvent dans le championnat camerounais. On est pratiquement entre 20 et 23 millions de francs de primes de signature. Or, si vous calculez, peut-être si vous gagnez le CHAN, vous n'êtes pas sûr d'atteindre ce montant d'argent et à un certain âge, certains pensent d'abord à la famille, à leur carrière professionnelle. Et je vous dis, sur cette liste, il y a même d'autres joueurs qui, dès que les frontières s'ouvrent là, avant la fin du mercato, ils seront partis. Je crois vendredi, j'ai vu le visa d'un des joueurs, je ne veux pas quand même appeler le nom ici, mais il y a beaucoup de partants sur la liste de convoqués. Ils vont se retrouver à Bankomo, bien entendu. Beaucoup viendront là, ils vont sourire avec le coach. Non, on est là, on va jouer le CHAN. Mais par derrière, ils ont déjà les billets d'avion en main. Donc, les A-Prime, c'est l'éternel recommencement. Jusqu'à la veille même de la compétition, on aura les joueurs qui vont partir. Donc, le coach Aroga sera obligé de recommencer tout le temps. Donc, moi, je crois que ça, c'est les meilleurs joueurs qu'on peut avoir pour l'instant. Mais il faut que le coach soit flexible à tout moment. Merci à la réalisation pour ces images. Etienne Songa, j'aimerais vous interroger sur cette équipe, non pas sur les joueurs. Yves Clément Aroga, on attendait le début du championnat pour véritablement sélectionner les joueurs sur la base des faits palpables. On a vu tous que le Covid-19 a empêché beaucoup de choses. Il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Sans début du championnat, décide de sélectionner des joueurs. Belle initiative parce que nous sommes à moins de 5 mois de la compétition. Bien sûr, je pense que Merlin il devait le faire. Il devait le faire puisqu'il y a un échéancier. La CAN, c'est bientôt, c'est demain. Le CHAN, c'est demain. Donc il fallait forcément qu'ils mettent une équipe en place pour pouvoir travailler. Maintenant, avec toutes les autres difficultés, comme l'a dit Laurence, des joueurs qui sont peut-être partants, il y a également la conjoncture du Covid qui a fait que il faudra voir l'état de forme des joueurs. Justement, j'interroge cet état. Les joueurs ont fait pratiquement 6 mois sans bouger. Est-ce que ça craint pas un peu?
Non, c'est clair que ça craint. Le sportif de haut niveau, franchement, 3, 4, 5 mois sans activité de préparation de haut niveau, c'est sûr que la condition physique, psychologique et autres est entamée largement. Mais il faut dire aussi que c'est pas seulement le cas des joueurs camerounais, c'est le cas également des adversaires du Cameroun. C'est-à-dire que si on considère que les mesures, les confinements et autres ont été suivis dans tous les pays, les adversaires du Cameroun sont face aux mêmes difficultés. Donc ce n'est pas un problème spécifique à notre équipe. Je pense que le coach, il a en son âme et conscience et par rapport à sa compétence technique, il a fait une sélection qui, à son avis, devrait faire l'affaire. On va voir au cours des prochains mois avec les entraînements, les matchs amicaux, voir un peu à quoi va ressembler cette équipe. Bernard Basson, le 15 septembre, c'est la date ou alors l'ouverture de ce stage qui va durer seulement 2 semaines. Vous n'êtes pas le coach, c'est vrai, mais à la place du coach, qu'est-ce qu'il faudrait mettre rapidement sur pied pour essayer de rattraper tout ce temps? La condition physique. C'est-à-dire prendre pour la première semaine beaucoup d'exercices, beaucoup d'ateliers pour ramener le niveau physique. Parce que beaucoup ont triché durant le confinement, c'est ce que ça s'appelle tricher. Ils ont beaucoup mangé. Beaucoup ont mangé, beaucoup ont bu de l'alcool, beaucoup sont allés avec des femmes et tout ça. Forcément, ça crée une forme ça crée un groupe de lacunes dans le corps, ça crée des lacunes. C'est ce qui fait et on sait. Tout à l'heure, mon frère Songa parlait de sportifs de haut niveau. Je suis désolé, au Cameroun, il n'y a pas de sportifs de haut niveau. Quand on regarde l'attitude des footballeurs camerounais, quand on regarde même leur coiffure, tout ça, on a l'impression que c'est pas des sportifs de haut niveau. Vous passez la journée avec eux, vous passez la nuit avec eux. Justement, vous le dites parce que je passe le quotidien avec beaucoup de sportifs camerounais. Je dis bien, il y en a même qui viennent dormir avec moi. Je sais de quoi je parle. Mais ceux-là, au moins, ont la malchance que je suis d'une rigueur implacable sur certaines choses. Donc, ceux que je côtoie, vous savez que je suis proche de certains clubs au Cameroun, quand on voit le quotidien de ces joueurs-là, c'est des gens qui jouent le matin, qui sont en boîte de nuit le soir. Je ne dis pas que ça ne se fait pas ailleurs, sauf que dans un pays dans lequel le football n'est pas suffisamment rentable, dans lequel il faut être performant pour espérer se faire une santé ailleurs, on ne peut pas se permettre ce genre de largesse. Ce qui se fait malheureusement. Donc, le coach Aroga, pour moi, a une semaine intense de physique. Et puis une semaine pour travailler des phases de jeu. Pourquoi? Parce que je dis, les footballeurs camerounais sélectionnés, pour la plupart, sont de niveau moyen. Or, le CHAN est une compétition continentale, elle est internationale. Donc, il faut un niveau au-dessus du niveau moyen. Donc, des joueurs prêts pour les contre-attaques, des joueurs prêts sur des balles arrêtées. Parce qu'au Cameroun, qui est à l'aise dans les corners, dans les coups francs? Parce que c'est des faits de jeu qui sont désormais fondamentaux dans le sport de haut niveau. Marquer un coup franc, désormais, il y a des joueurs dans les clubs qu'on recrute seulement pour ces qualités-là. Dans l'équipe du coach Aroga, qui est bon sur les corners? Peut-être Marie Chen, je l'ai vu tirer 2-3 corners qu'il plaçait au même endroit. Ça, c'était intéressant. Je dis ce que j'ai vu. Oui, il n'est pas là, mais je dis ce que j'ai vu de mes yeux, parce que je ne suis pas coach. Est-ce qu'il y a ici, il y en a qui ont des qualités de centre suffisamment intéressantes pour qu'il y ait des phases de jeu arrêtées pour des centres? Et donc, ça, moi, je me dis qu'on a beaucoup de manquements. Laurence Kédé va nous donner une réponse Mais j'espère que le coach Aroga, dans sa science, va résoudre ces problèmes-là. Je l'espère vraiment. Laurence est sur tous les stades, voyage à travers le Cameroun pour voir nos joueurs locaux. Ouais, il ne me démentira pas, ça, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a de la matière véritablement? Pour dire vrai, il n'y a pas de la matière au Cameroun. Voilà. C'est d'abord le fighting spirit. Vous êtes un peu dur. C'est d'abord le fighting spirit. C'est-à-dire que si on réussit à gagner quelques matchs, c'est d'abord le fighting spirit. On défend le drapeau. Mais côté technique, tactique, il n'y a pas de formation. La formation à la base est biaisée. On joue déjà sur des champs de patates à l'âge de 11 ou 12 ans. Donc même l'amorti du ballon est influencée par l'état de délai de jeu. Donc ça fait que ça fausse déjà les données dès la base. Donc lorsqu'on grandit, beaucoup de nos joueurs ne réussissent plus les tests en Europe. Vous voyez, lorsque les joueurs camerounais ils vont on va au Congo-Kinshasa, on va en Tanzanie, on va en Serbie, bien on va en Serbie, on va autour de l'Europe et au Maghreb, mais on ne va pas en Europe centrale parce qu'on a perdu, on a perdu la main, on n'a pas le niveau pour jouer à ce niveau. Et vous voyez, on joue contre des pays africains qui sont en train de upgrade, qui sont en train de se mettre à niveau. Le CHAN, c'est pour les joueurs locaux. Le Rwanda, la moitié ou le 3/4 de l'équipe nationale est composée des joueurs qui jouent localement.
le Congo, la Zambie, la RDC. Beaucoup de pays de l'Afrique australe sont composés des joueurs qui jouent localement. Donc ce sont les mêmes joueurs qui jouent les qualifications du mondial, de la CAN, qui jouent la CAN, qui viendront encore jouer le CHAN. Donc ça va véritablement très vite. Et puis la gestion de l'après-match. Nous, on sait qu'au niveau du championnat, lorsque nos joueurs terminent, ils mangent du beignet haricot pour la récupération. Le beignet haricot. Pour la récupération. Donc c'est vraiment biaisé à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on est étonné que lorsqu'on arrive dans les compétitions du CHAN, le Cameroun n'arrive pas à traverser les quarts de finale. Or, nous accueillons le CHAN. Le coach Aroga a l'obligation de gagner le CHAN. De faire au moins la finale. On ne veut pas savoir. Beaucoup de pression sur le dos du. C'est pourquoi je lui avais dit sur votre plateau qu'il a beaucoup de pression. Il a beaucoup de travail. Beaucoup de pression. Beaucoup de travail. Mais ce n'est pas de sa faute, Merlin, parce qu'il n'a pas des joueurs de qualité. Vous avez des attaquants camerounais qui font près de 80 kilos, 80-90 kilos. Alors qu'on a des joueurs étrangers de même âge ou même d'âge inférieur, mais qui ont une masse graisseuse beaucoup moins importante. C'est comme pour dire que ce CHAN-là, moi je vous le dis, j'espère qu'on le gagnera, mais moi je suis très sceptique sur la question. Laurent Kédé pourrait me rappeler le nom de cet attaquant de Bamboutos, grande taille, assez costaud comme un joueur de rugby. Aruna Dangabissene. Aruna Dang. Le tueur. Je ne sais pas si c'est parce que les rumeurs courent quelque part que le coach Aroga a trouvé le tueur. Je ne sais pas si Aruna est... Mais pour tuer, il faut avoir les armes. Son gabarit et influence assez... Permettez qu'on prenne une légère pause dans cette édition de Omniscore. On viendra pour parler cette fois-ci de PWD qui est notre représentant en Champions League africaine. On va prendre une courte pause. On revient juste après. Bon retour sur le plateau de CRTV News, c'est Omniscore tous les dimanches 18h, 19h30. On aborde une autre partie de cette édition. On parle des représentants du Cameroun en compétition interclub africaine, la Champions League africaine. Notre représentant est d'ores et déjà connu, PWD, le champion du Cameroun. Et on attend véritablement aussi notre officiel qui choisit le second pour représenter le Cameroun c'est déjà fait. Coton Sport de Garoua, c'est déjà choisi. Alors, interrogeons Laurent Kédé. Interrogeons, vous avez la parole, vous la gardez. Interrogeons la préparation de PWD jusqu'à ce niveau. PWD n'a pas encore commencé les entraînements. Ils étaient encore à la phase de recrutement. Et les recrutements sont véritablement stratégiques parce qu'ils font en fonction des moyens. Le coach David Pagoué allait chercher des gars qui sont polyvalents, volontaires, pas de grosses têtes, pas de gros noms, mais des gars qui peuvent se sacrifier pour le groupe, à l'instar de Ngondi, l'ancien de Dragon de Yaoundé qui est passé par Edding Sport, qui est un excellent milieu de terrain. Donc il y aura une densité au niveau du milieu de terrain. Le retour de Achou Kerido de la Guinée, pour garder les goals. Mais au niveau de la préparation n'a pas encore commencé. La préparation a été programmée. Mais lorsque le championnat a été renvoyé à une date ultérieure, ils ont dû surseoir à cette préparation. Je crois que d'ici une semaine, ils vont reprendre parce qu'ils vont profiter de l'arrivée du Soudan du Sud qui viendra jouer avec le A'. Puis PWD jouera d'abord un match avec le Soudan du Sud, afin d'évaluer aussi ses joueurs. Le club comptait aussi sur les tournois de pré-saison et une mise au vert en Guinée équatoriale. Donc voilà un peu l'ensemble des projets, parce que c'est encore un projet, l'ensemble des projets. On attend l'application numérique, je pense. Vous savez, la CAF a publié la liste des pays qui ont droit à 4 représentants en compétition africaine, et le Cameroun reste à 2. Et lorsqu'on regarde l'indice CAF, nous sommes à 2 à 3 points maximum. Or, si on gagne la Ligue des Champions, on aura 6 points. Si on gagne la Coupe de la CAF, on aura 5 points. Ça fait peut-être 11 points si par miracle on gagne les 2 compétitions. Et ça ne sera même pas suffisant pour revenir à 4 équipes. Donc il va falloir travailler sur au moins 5 ans
avant que le Cameroun ne puisse retrouver vraiment l'élite du football africain. Étienne Songa, on a parlé tout à l'heure du comité paralympique et l'entrée en matière en 2012 de nos joueurs dans les grandes compétitions. Voilà une équipe de PWD qui, pour la première fois depuis son existence, devra jouer une compétition interclub, une compétition africaine. Comment on se comporte lorsqu'on est nouveau venu? C'est comme partout. Quand on est nouveau venu, on a des difficultés. On a des difficultés forcément sur le plan déjà psychologique parce qu'on manque d'expérience. Parce que l'expérience en sport de haut niveau ou de moyen niveau, c'est extrêmement important. De pouvoir gérer les conditions de jouer à l'extérieur, de pouvoir gérer les conditions de public étranger, de pouvoir voyager, se retrouver des joueurs qui se retrouvent dans un certain stand-in, l'hôtel, qui n'avait pas voyagé souvent à l'étranger, qui se retrouvent à voyager. Prendre l'avion, ça joue, parce que nous, on a eu ça en sport paralympique, des athlètes qui arrivent et qui se retrouvent à une compétition, ils voient le repas à l'hôtel, la bouffe, ils mangent, ils oublient. Oui, pour eux, c'est fini, ils sont arrivés. Donc, c'est un peu le même processus sur le plan mental. C'est qu'à un moment, on se dit, mais l'avion, on pense qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, je me suis battu, mais je prends quand même l'avion. Et donc, j'arrive, je dors dans un bel hôtel, je vois un nouveau pays. On fait beaucoup plus de photos sur WhatsApp, Facebook. Donc, il faut un bon accompagnement au niveau psychologique pour que l'équipe reste à un niveau psychologique qui permette que, justement, son côté technique, parce que le bagage technique, il est toujours là. Mais pour que le bagage technique il se déploie normalement, il est important qu'il y ait une stabilité sur le plan psychologique. Et je pense que c'est ça va être la grosse difficulté depuis PWD de pouvoir justement garder la tête sur les épaules et travailler techniquement, voilà. Bernard Basson, PWD représente le Cameroun tout entier en cette compétition, beaucoup de préparation de ce côté-là. On a écouté de temps en temps le coach Pagou qui y a proposé beaucoup de choses, attend véritablement que le club l'accepte, mais il y a beaucoup de moyens qu'il faut mettre en jeu pour espérer accéder, pourquoi pas, au moins au quart de finale. Oui, déjà, je pense que PWD participe à une compétition continentale pour la deuxième fois. Je pense que c'est la deuxième, pas la première fois. Et ce que je voudrais également dire, c'est que, parce que c'est le coach Pagou qui tient l'équipe, je pense que les problèmes qui sont relevés par mon copanéliste sont des problèmes qui quand même seront aménuisés parce que c'est quelqu'un qui a quand même le bâton fort. C'est quelqu'un qui sait frapper du poing sur la table. Donc je me dis que, le connaissant un peu dans le paysage du football camerounais, c'est quelqu'un qui est suffisamment fort pour discipliner ses troupes et leur permettre d'être concentrés sur l'objectif qui est affiché. Et donc techniquement, je suis plus ou moins optimiste parce que je me dis que c'est une équipe qui va aller sans beaucoup de pression, puisqu'elle sera, on ne l'attend pas forcément, elle est championne du Cameroun qu'on attend parce que beaucoup ne l'attendaient pas, même si au cours de la saison, c'est l'équipe qui a été sûrement la plus régulière. Quand vous regardez ses performances, c'est une équipe qui a encaissé très peu de buts, qui était très solide, très groupée. Donc, c'est une équipe qui, à mon sens, peut passer le premier tour. Moi, je me dis, parce que c'est une équipe qui prendra peu de buts et qui aura quand même un entraîneur qui saura faire les bons choix. On a confiance en David Pagou? Oui, quand même, suffisamment en tout cas. Pour moi, je me dis c'est quelqu'un qui peut quand même faire quelque chose d'intéressant. Sauf que c'est quand même dommage. S'il y avait deux clubs engagés, ça aurait créé une forme de challenge parallèle qui aurait pu motiver. Mais quand on a une seule équipe engagée en Ligue des Champions, parce que Coton Sport sera en Coupe de la CAF, encore que là, il y a encore un débat qui peut naître, même si on dira ce qu'on dira. Donc, je me dis que ce sera un peu une équipe qui sera esselée, qui va aller en aventure, mais qui aura ses armes et qui va certainement faire ce qu'elle pourra pour pouvoir faire plaisir à son pays, même si on regrette l'époque où on avait beaucoup plus de clubs, on avait des champions, canons. On espère arriver à cette époque. Permettez qu'on prenne ce reportage. On parle du championnat de vacances qui s'implémente au fur et à mesure. La finale de la 6e édition du vétéran club de N'Djassa à Balin, dans la région de l'Ouest Cameroun, s'est déroulée. C'était dimanche dernier. 4-2. Vatican FC l'emporte sur Président FC. L'événement était aussi l'occasion de primer en manuel scolaire ces élèves qui ont réussi aux examens officiels. Reportage. Vatican FC est vainqueur de l'édition 2020 du championnat de vacances vétéran club de N'Djassa. Dans une finale âprement disputée et fort courue, les Blancs vont prendre le dessus, 4-2. Nos joueurs étaient vraiment engagés pour ce match et au finish, nous sommes sortis champions et vainqueurs de la coupe. J'étais un peu déçu par la prestation de mon gardien. Il a un peu beaucoup pêché. Il a été, je peux même dire, dans l'ensemble nul. Des kits scolaires et des moyens financiers sont par la suite remis aux élèves les plus méritants qui prendront le train de l'école dès le 5 octobre prochain.
Nous avons vu des promoteurs engagés, n'est-ce pas, à soutenir la jeunesse scolaire, extrascolaire, animer les vacances, la promotion du sport, qui est un grand facteur, n'est-ce pas, de rassemblement, du vivre ensemble, comme le chef de l'État l'a toujours dit. Je voudrais dire à tous les jeunes, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui ont des diplômes, nous pouvons être là, porte d'ouverture pour trouver le travail sur le secteur privé comme sur le secteur public. Prestations artistiques vont rythmer la fin de la cérémonie. En incitant les jeunes à l'amour du travail, le comité d'organisation et les populations de Balin se sont donné rendez-vous pour les prochains congés scolaires. It is 7 p.m. now. We welcome Joyce Tata for the 7 p.m. news. Joyce, good evening. Welcome on the set. Good evening, Mele. Good evening to our viewers. We begin in the Northwest region. Defense and security forces in Bamenda have killed a man notorious for separatist activities called Fonte, also known as Mad Dog, who is alleged to have recently killed a girl and also burgled a microfinance institution, making away with huge sums of money. Eric Lamia Wufo reports from Bamenda. And security forces while he tried to escape with an automatic rifle. The defense forces received a hint from the population. The commander of the 5th Joint Military Region also used to that story, Kamla. Okay, let's continue the news. Joyce Tata, Mayor, Member of Parliament and Senator in the Northwest are passed for school reopening on October 5. That's right. In a very important meeting, the elected officials of the Northwest have agreed to a plan that requires their collective effort in the project to restore peace and to promote development in the region. During an assembly in Bamenda, the mayors, MPs and senators identified the effective reopening of schools in every part of the Northwest as their top priority. Mercy Kusi. This meeting is the first of its kind since they took office as mayors, members of parliament and senators of the Northwest region. In this gathering, they discuss ways through which they can work for the interests of the electorate, mentioning peace as the solution to one of the region's most pressing problems of the time, effective school resumption. It is very ridiculous that we follow up a revolution with illiterates, people who don't go to school. Our children will become all bandits and all destroyed, and the region will completely destroyed if there's no education. We have to go back to the roots and make sure that we talk to the population, each councillor in his own area. For the success of this initiative, each of them have been counseled to keep their differences aside and engage the efforts of everyone. This is time now when we are talking about development of the region by the people of the region. Therefore, right down to everybody at the grassroots level, it's important that everybody comes on board. Part of the discussions went on in camera to receive proposals from the elected officials. Douala City Council takes action to avert the repeat of the unfortunate flow incident. That's right, Melen. The Douala City Council has launched an operation suffered its greatest floods in decades. Alphonse Abongwa Achu reports that victims are presently in confusion on where to relocate despite that they had been forewarned. Let's have this report. The bulldozers of the Douala City Council bring bad news to the population of Logbesung Konyong Carrier. They had been forewarned, yet not forearmed. This action targets the protection of the population. We prefer to see them on the streets than engulfed by earth. The City Council officials say the operation is intended to take them off an impending danger which may be more catastrophic than they think. Les gens ne sont pas dans leurs droits ici. People here are at fault. This is a prohibited zone for construction. It is prohibited to build in a valley because at any moment the raven can give up.
When the city mayor of Douala, Dr. Roger Bassandine, was elected, he said he will wage a war on anarchical construction and unlawful land occupation, which are major man-made factors for floods and insecurity. The operation comes barely weeks after the city suffered its hardest hit inundations in decades. When we leave from here, we will go to Bobongo Petit Paris. All houses built on the drainage way will be demolished. All those still occupying these spaces should quit before the city council gets to them, because there is nothing that will stop this operation. We will go to the end. The victims are left in agony and watch helplessly how the city council executes this plan to bring back sanity to Douala. The interministerial delegation in the Far North continue her 5-day walking visit. That's right, Melanie. Far North region flood victims in 4 divisions hardly hit by floods have received a presidential aid to help them get some relief. The assistance has been handed by an interministerial delegation of 7. Henry Tato Ekambi has an update of the situation done earlier today. Hello Yaoundé and welcome to Maro, a chief town of the Far North region, where flood victims have just received their financial and material assistance from the head of state to ensure them lessen the burden caused by the floods here in the region. And these victims are from 4 divisions, that is the Diamare, Mayo Danai, Mayo Kani, and Logon and Shari divisions. And just like you can see behind me, these victims have received foodstuff, they received savon, soap, that is, they received other materials to ensure that this burden of the flood is lessened on them. And just to say that they have the privilege to receive this material from an interministerial delegation headed by Paul Etanganji, Minister of Territorial Administration, who is here leading this delegation for the past 4 days. Yeah, at the Esplanade of the for CRTV News, at the Esplanade at the Far North Governor's Office, Henry Tato Ekambi. And now we talk religion. Over 70 parishioners at the St. John Evangelist Parish of Nkolavolo in the Mefon-Afamba division of the Central region have been confirmed as true Christians of the Catholic faith. This by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Baga, while encouraging the congregation to seek ways of refurbishing their former parish that has been out of use for years now. Clarence Gay just dropped his bag from Nkolavolo and has this report for us. It was an atmosphere of total jubilation this Sunday at St. John Evangelist Parish, Nkolavolo. The reason being that it was the first time they were receiving such an august guest. His Grace Jean Baga, in his homily, exhorted the faithful to always remain steadfast in the Lord despite the challenging times faced by the country. I call them to put their energy in the love together, in the living together, in working in a social space to improve the quality of life in this area. The prelate used the event to announce to the parishioners the reconstruction of a new parish of Nkolavolo. We are now going to celebrate the centenary. That means that this parish is very old and is the pride of this zone. And I want to congratulate all the priests and all the faithful for the involvement they are doing here, building schools and several social activities. May God bless all of them. Also featured were sacraments of confirmation to 70 Christians and the Holy Communion, attended by administrative authorities of the subdivision. The ceremony was animated by the choir of St. John Evangelist Parish. And before we take leave of you in sports, the Cameroon Rugby League Association now has a new executive bureau made of 7, headed by Amadou Sanju. He was elected this Saturday in Yaoundé during the association's ordinary General Assembly meeting on video conferencing. Let's now have an excerpt of the head coach of the National Rugby 13 team, Kali Njoya, in this excerpt selected for us for the 7 p.m. news by Nestor Kamga.
all that we've got to do now, there's not that much. We literally just need to play a few games to get the players back on the field, get ready, and we have our friend Nick should hopefully be returning to the Cameroon by the end of the year, and we'll have another trial for the national team. Yes, there are already a few players that are in the team, but there are other players that are coming up, the up-and-comers. So we're looking to start everything all over again and pick the best team possible. That draws the curtains of the 7 p.m. news. Over to you, Melon. Thank you very much, Joyce Tata. See you next Sunday. Mesdames et messieurs, le discours se poursuit. On va prendre le zapping. On se retrouve dans une poussière de secondes pour parler de la Voix Sport. Le zapping, c'est tout de suite. Bon retour sur le plateau de CRTV News. J'accueille Willy Germain Benaï-Soumba pour la Voix Sport. Willy, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir également à tous vos invités. J'espère que vous allez bien. On garde la forme malgré la pandémie qui coule. Mesdames et messieurs, la Voix Sport, c'est tout de suite.
On débute par le football. Après la Ligue des Nations, la Ligue des Champions, place à la Ligue des Nations UEFA. La deuxième journée s'ouvre ce dimanche et deux matchs importants pour le groupe 4 sont au menu ce soir. Suisse, Allemagne et Espagne, Ukraine, deux duels décisifs pour le groupe 4 de la division A de cette Ligue des Nations de l'UEFA. D'un côté, la Suisse, précédemment battue par l'Ukraine 2-1, reçoit l'Allemagne. De l'autre côté, l'Ukraine affronte l'Espagne pour essayer de consolider sa première place provisoire dans ce groupe assez relevé. Le choc des titans entre l'Allemagne et l'Espagne lors de cette première journée s'est soldé par un match nul, un but partout. Les réalisations de Timo Werner à la 51e minute pour la Mannschaft et de José Gaya in extremis à la 96e minute pour l'Espagne. La suite des événements inhérents à ce groupe 4, c'est tout à l'heure dès 19h45. Issu de ces confrontations entre l'Ukraine et l'Allemagne où on saura qui prendra le lead de ce groupe entre l'Ukraine, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Rappelons que la compétition m'a prise 55 équipes reparties en 4 divisions constituées de 16 équipes chacune pour les 3 premières divisions et 7 sélections nationales pour la dernière division. Seuls les vainqueurs des poules 4 des divisions A des divisions A au final pourront être qualifiés pour le carré final qui se jouera dès le mois de juin 2021. Merlin. On reste en Ligue des Nations. La première journée s'est refermée hier et dans le groupe 3, la France a juste assuré l'essentiel face à la Suède. Les Bleus ont soigné leur entrée dans la compétition en battant la Suède 1-0 dans le groupe 3 que certains appellent le groupe de la mort. Après 10 mois d'absence, l'équipe de France de football avait soif d'un but en première période. Elle peut remercier Kylian Mbappé, auteur d'une percée décisive sur le côté gauche à la 41e minute. Son 14e but en sélection nationale et pour l'un de Didier Deschamps aurait pu aggraver le score, mais Antoine Griezmann rate un penalty en toute fin de match suite à une faute sur Anthony Martial. 1-0 au final, la France l'emporte sans forcer ni briller pour une entrée en matière dans la compétition. Eh bien, dans l'autre confrontation, Willy Germain du groupe 3, le Portugal tenant du titre s'est régalé face à la Croatie. 4-1, c'est le score par lequel le Portugal, sans Cristiano Ronaldo, a écrié. La Croatie, elle aussi privée de Modric et de Rakitic. Les champions antiques n'y sont pas allés de main morte. Joao Cancelo ouvre le score à la 41e minute. Diogo Jota inscrit le second but à la 58e minute. Joao Félix conforte l'avance en signant le 3e but. La Croatie sauve le nord par Bruno Petkovic à la 91e minute. Mais dans les ultimes instants de jeu, Andrea Silva assomme l'adversaire. Un but contre 4. La Croatie, vice-champion du monde, sombre face au Portugal tenant du titre. On parle toujours football, mais on va du côté de l'Espagne. C'est la fin du suspense. Lionel Messi reste au Barça. Effectivement, c'est la fin du suspense. Lionel Messi s'est résolu à rester avec le club catalan. Il s'agit bel et bien de la 5e étape. Il s'agit bel et bien de la 21e année de Lionel Messi avec le club catalan. Après 10 jours de bras de fer entre la Pulga et le Barça, la superstar argentine Lionel Messi a décidé d'honorer la dernière année de son contrat jusqu'au 30 juin 2021, la fin d'un feuilleton cauchemardesque. Le soulagement pour les supporters et pour le club catalan qui ont craint de voir le septuple ballon d'or quitter son club de toujours par la petite porte. Messi a quant à lui déclaré arrivé, tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, a-t-il déclaré après avoir exprimé son souhait de quitter le club le 25 août dernier, mais c'est fini par manquer la porte de sortie pour rester dans le club à contre-cœur malgré tout. La superstar argentine promet de donner le maximum sous les couleurs des Blaugrana, du moins durant ce nouveau contrat d'un an qui semble être le dernier chapitre d'une histoire entamée à 20 ans aujourd'hui avec le club catalan et le buteur argentin Merlin. Et puis on va parler toujours football. Plusieurs Camerounais se sont exprimés ce week-end. On a le cas de Joël Matip avec Liverpool. Effectivement, Joël Matip s'est illustré ce week-end après une absence de plus de 2 mois suite à une blessure à l'orteil. Joël Matip a rejoué avec Liverpool samedi. Il a contribué au large succès des Reds 7-2 face à Blackpool en match amical disputé à Anfield. Titulaire en défense aux côtés d'un autre Camerounais, Billy Komotio. Joël Matip a inscrit le premier but de son équipe dès
la 43e minute de jeu en Arabie Saoudite. Arnaud Ndioum a inscrit le but de la victoire pour son club Al Real, tombeur de Al Faisali, 2-1. C'était samedi lors de la 29e journée du championnat saoudien. Le Camerounais a offert la victoire aux siens et a permis à Al Raed de se maintenir à la 5e place du classement. En Belgique, le défenseur camerounais Michael Ngandui a été décisif lors du match amical disputé vendredi dernier entre son club et la gandoise AZ Alkmaar. Les deux équipes se sont séparées sur un score d'un but partout. Michael Ngandé inscrit l'unique but de son équipe à la 51e minute. Et en France, en Ligue 2, triste nouvelle pour Félix Eboué-Bois, le sociétaire de Guingamp met fin à sa saison 2020-2021. Le défenseur central s'est blessé face à Nancy en début de semaine. Il a été opéré mercredi d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. A priori, le ménisque serait également touché. Une grave blessure qui vient éloigner l'ancien joueur du PSG des terrains pendant un long moment. Et du côté de la Finlande, c'est un gardien de but qui fait actuellement parler de lui par ses performances sur le terrain. Samin Jok, le nouveau pensionnaire du Hops Rovaniemi, club de première division finlandaise, enchaîne les matchs sans encaisser de but. Il est à son 3e match consécutif disputé en maintenant sa cage inviolée après sa montée en première division dans le championnat finlandais il y a quelques semaines. Le gardien de but multiplie les séances d'entraînement à la fois pour sa bonne santé, mais aussi dans l'espoir de se voir retourner dans la sélection nationale. Je vous propose de l'écouter. Il revient sur ses exploits dans cet extrait sélectionné par Esther Ayumboko. De plus en plus, et d'aider, que ce soit en club ou si jamais on me rappelle avec les Lions, chose que je désire énormément. Parce que j'ai un sentiment de devoir pas encore accompli avec les Lions. J'ai un sentiment je reste sur ma faim et je pense que aussi la fédération camerounaise et le staff et tous ceux qui m'ont déjà vu jouer restent sur leur faim. 3 matchs sans encaisser, je pense que je voudrais vraiment voir jusqu'où je peux aller avec les Lions, même si aujourd'hui il y a 2 très très énormes gardiens, voire même 3 devant moi, et qu'il va falloir que je me batte pour récupérer une petite place. On termine sur cet extrait de Samin Jok, l'international camerounais qui voudrait bien revenir en sélection nationale. Merci beaucoup, Germain. Merci, c'est un plaisir et je dis au revoir à tous nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, on va prendre le Gossip Sport, une signature d'Esther Ayumboko. Est-ce que vous savez même que la Coupe d'Afrique des Nations égyptienne est perdue et que tout le monde est en train de la chercher sans savoir où la trouver? On apprend même que Michael Ngandui, lion indomptable, s'est prononcé sur l'affaire de l'enfant détenu en Kondengui pour avoir dispatché une épreuve au baccalauréat 2020. On en parle dans cette édition de Gossip Sport. Salut à tous, bienvenue. Affaire de fuite des épreuves au baccalauréat.
scotché. Bon retour sur le plateau de CRTV News. SomniScore qui tire progressivement à sa fin. Etienne Songa, j'aimerais que vous vous prononciez sur l'affaire Messi. Ça fait bouger toute la planète football. Messi, 20 ans au Barça, plusieurs titres gagnés. Messi part, Messi ne part pas. Est-ce que Messi pourra gagner avec d'autres équipes? Aujourd'hui, le feuilleton est terminé. Messi reste au Barça. Oui, bon, c'est vrai, j'aurais bien aimé qu'il parte pour voir un peu ce qu'il pourrait faire ailleurs, parce que encore on a l'impression qu'il est lié au Barça et que son jeu et son succès sont liés au Barça. On aurait bien aimé qu'il parte un peu faire ses preuves ailleurs, mais bon, en même temps, le club lui a donné tout, il a tout donné au club. Je pense que l'année prochaine, son contrat arrive à terme, il pourra partir pour encore jouer et on va voir ce que ça va donner. Lawrence Kede, thank you very much. C'était un plaisir. On se dit à très bientôt. Well, it has always been a pleasure to be on CRTV News and especially on SomniScore. Bernard Basson, à très bientôt. Très bientôt, Bernard. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est SomniScore sur CRTV News. De votre attention, merci. Juste derrière, c'est le journal de 19h30 de 730 News. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir. CRTV News, ici, toute l'info.